Cette émission est une production de Radio-VM Montréal. Partenaire à votre santé avec Dominique Lortie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Partenaire à votre santé. Une série d'entretiens avec différents acteurs du monde de la santé qui mettra en lumière le mouvement du patient partenaire. Je m'entretiendrai aujourd'hui au sujet de l'autogestion des soins avec Céline Hubert, infirmière généraliste retraitée qui a été chargée de cours et superviseur de stage à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et enseignante au programme de soins infirmiers au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Céline Hubert est maître formatrice du programme d'autogestion des soins et est elle-même bénévole pour ce même programme. Mais tout d'abord, nous retrouvons Mario Di Carlo, également formateur spécialisé en autogestion des soins, domaine qui est à la base du patient partenaire, membre actif de son équipe de soins. Mario Di Carlo a, au cours des ans, occupé des postes cadres dans diverses sociétés publiques et privées. Fort d'un vécu depuis la plus tendre enfance avec une maladie chronique qui l'a confronté à d'innombrables défis, Mario Di Carlo utilise aujourd'hui son expérience hors du commun pour œuvrer en partenariat avec des organismes désireux d'améliorer la santé, comme le Centre universitaire de santé McGill, l'Université de Montréal, Agrément Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, l'Université de Stanford et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Mario Di Carlo, bonjour. Bonjour, Mme Lortie. Alors, bienvenue à nouveau sur les ondes de Radio-VM. Vous avez été atteinte de la poliomyélite à l'âge de 1 an, donc 10 ans après la découverte par Jonas Edward Salk du premier vaccin contre la polio. Les nombreux défis que vous avez dû surmonter ne vous ont pas abattu. Bien au contraire, j'ai toujours devant moi un homme vif à l'attitude positive qui semble rayonner d'une bienveillance que bien d'autres moins éprouvés vous envieraient. Mario Di Carlo, vous dites avoir été façonné par la vie avec la poliomyélite et cette perspective, ce point de vue de l'interne, si j'ose dire, sur la vie et les défis rencontrés au quotidien, vous a mené sur le chemin de l'autogestion des soins. Et vous en donnez une richesse de savoir expérientiel qui vous a non seulement permis de naviguer avec succès dans votre environnement, mais aussi dans vos interactions avec le système de santé. Pouvez-vous, Mario Di Carlo, nous expliquer de façon concrète ce qu'est l'autogestion de soins? L'autogestion, c'est vraiment de développer une résilience, de se responsabiliser dans notre approche avec la maladie chronique. On s'autogère soit de façon active ou de façon passive. C'est à nous de décider. Mais lorsqu'on confronte, quand on fait face à une maladie chronique, on est obligé de réagir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On doit vivre, on doit continuer de vivre. Et pour autogérer notre condition et puis de continuer à vivre, à part de prendre une décision là-dessus, c'est aussi d'apprendre des techniques, des outils, aller chercher des outils qui vont nous aider à cheminer et puis d'affronter différentes sortes de choses, différentes choses qui peuvent nous confronter, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de nos interactions avec autrui, des activités qui nous attirent et qu'on voudrait faire, etc. Alors donc, il y a une formation qui se donne ou qui s'est donnée sur l'autogestion des soins. Et on parle justement, alors puisque vous avez atteint la polio à l'âge d'1 an, c'est votre mère qui a dû penser, vos parents qui ont dû penser à cette autogestion familiale, si on veut, ou autogestion environnementale des soins. Ce cours ne se donne plus. Mais ce cours consistait en quoi? En fait, ce cours ou cet atelier ne se donne plus à Montréal et probablement dans la plupart des régions du Québec. Sauf en Abitibi-Témiscamingue. Malheureusement, on n'a pas réussi à implanter ou de faire survivre ce cours à l'intérieur du ministère du système de santé. Il y a eu un changement de gouvernement, je suppose. En fait, le gouvernement précédent, celui qu'on a maintenant, l'ancien premier ministre de la Santé plutôt, M. Barrette, lui avait fait des réformes
problèmes qui ont fait que, malheureusement, le programme a disparu du système tertiaire qu'on avait implanté au CUSUM. Mais il était très intéressé à le continuer dans sa dernière année de mandat, c'est ça. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire continuer parce qu'il y a eu un changement de gouvernement. Voilà, c'est bien dommage parce que si on parle de statistiques, on dit que 90% de la population des 65 ans et plus vivent maintenant avec au moins une maladie chronique. Ça veut dire que nous sommes tous touchés. Alors que même... Directement ou indirectement. Que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit... Donc, un accès à un cours comme ça, même pour les gens qui se portent bien, ça pourrait être essentiel à une meilleure gestion de la société, une meilleure gestion de l'environnement de tout le monde, en fait. Hein? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible, dans un avenir futur, peut-être de remettre quelque chose sur pied, ou avez-vous... On l'espère de tout cœur. On est en train de faire des démarches dans ce sens-là avec le système de santé, le gouvernement, mais aussi à travers différentes initiatives qui surgissent au niveau universitaire, par exemple. L'Université de Montréal, avec un centre d'excellence sur le partenariat patient, est très impliquée sur ce qu'on peut appeler la communauté soignante et de développer des principes et des associations avec différentes parties prenantes, incluant les patients eux-mêmes, pour influencer cette autogestion et ce partenariat du patient dans le système de santé au lieu d'être seulement la partie qui reçoit des soins, mais qu'on peut l'engager, faire en sorte que le patient soit activé dans le système de santé et qu'il puisse aider. Voilà. Ouais. Le patient, le citoyen, le soignant, le soignant soigné, éventuellement, tout le monde s'entraide. C'est ça le but. C'est d'arriver à une société où on puisse... on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sinon, le système de santé ne pourra peut-être pas soutenir les coûts. Effectivement, les coûts du système de santé continuent d'augmenter. Donc, si on ne s'active pas de cette façon-là, on ne pourra plus soutenir. On ne pourra plus soutenir, c'est ça. Il faut y mettre du sien, quoi. Il faut qu'on y mette d'une autre. Alors, Mario Di Carlo, nous allons bientôt parler avec Céline Hubert, qui est cette femme merveilleuse qui est en Abitibi-Témiscamingue et qui, elle, poursuit cette formation à donner, en fait, cette formation en autogestion des soins. Nous venons d'entendre un extrait du premier mouvement du concerto pour 2 violons en la mineur de Antonio Vivaldi. Nous sommes maintenant en Abitibi-Témiscamingue au téléphone avec Céline Hubert, infirmière retraitée, animatrice bénévole et formatrice d'animateurs au programme d'autogestion en maladies chroniques. Céline Hubert, bonjour. Bonjour, Madame Lortie. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio-VM. Alors, Céline Hubert, vous êtes née à Lassar, en Abitibi-Témiscamingue, au début des années 50. Vous êtes atteinte de plusieurs maladies chroniques, entre autres d'un diabète de type 2 et d'un cancer du poumon. Votre profession d'infirmière généraliste vous a permis d'œuvrer dans des situations variées, que ce soit de la périnatalité à la gériatrie, en passant, entre autres, par la psychiatrie. Grâce à votre parcours, vous avez dû faire face à des conditions et des besoins de soins pour le moins variables. Mais ce n'est pas tout. Vos bons soins ne sont pas restés confinés à votre milieu de travail. La vie vous a également donné l'occasion d'être aidante naturelle ou proche aidante auprès de quelques membres de votre famille. Vous êtes animatrice bénévole au programme d'autogestion en maladies chroniques en Abitibi-Témiscamingue, qui est probablement ou possiblement le dernier bastion qui tient encore debout, car il semblerait qu'il n'y ait plus qu'en Abitibi-Témiscamingue que cette formation se donne encore. Et si par hasard il en est autrement, je vous en prie, chers auditeurs qui m'entendez, ce serait l'occasion de partager une bonne nouvelle. Donnez-nous signe de vie à www.radiovm.com. D'après vous, Céline Hubert, quelles sont les raisons pour lesquelles cette formation, à ce qu'on sache, se donne encore chez vous, mais ne se donne plus ailleurs, nulle part ailleurs au Québec?
Alors, il y a plusieurs raisons qui sont encore actuelles, mais qui étaient là aussi dès le départ. D'accord. Donc, au tout début, d'avoir le soutien de l'administration et avoir un bon travail d'équipe, c'est primordial. Le travail d'équipe, tant des bénévoles avec les coordonnateurs des secteurs, qu'avec aussi nos mentors qui étaient l'équipe de McGill. D'accord. Pour nous, Champ d'Abitibi, ça fait partie du programme de santé publique de lutte aux maladies chroniques. Et ce programme de santé publique avait été accepté dans la région. D'accord. Donc, il y a eu une volonté politique de continuer là-bas, en Abitibi-Témiscamingue, puisque c'était vivant, c'était actif, et c'est certainement, il y a eu des résultats. On peut voir ça. Oui, d'accord. Oui. OK. Puis aussi, un bon suivi de l'évolution du programme. À chaque session, les coordonnateurs de secteur envoient à la coordonnatrice régionale les statistiques, comment ça a été. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le groupe. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui se fait entre les secteurs pour améliorer toujours le programme. Et alors, vous me parlez de secteur, donc c'est qu'il n'y a pas qu'à Lassar, en Abitibi-Témiscamingue. Il y a combien de centres, combien de secteurs où ce programme se donne encore? 5 secteurs. Val-d'Or, Lassar, Amos, Rouyn, Ville-Marie et Témiscamingue. Donc, dans ces secteurs-là, ça prenait aussi une bonne préparation et une bonne connaissance du milieu parce que on a 5 secteurs, mais ils sont quand même différents. Donc, ça se peut que le programme, on donne toujours le même programme, mais des fois, il faut adapter selon la population qu'on a aussi. D'accord. Et le programme dont vous parlez, c'est un programme de formation de bénévoles. Donc, est-ce que c'est un programme pour les gens? Oui, allez-y. Le programme dont je parle, c'est le programme lui-même, autogestion maladie chronique. D'accord. Donc, il est d'abord fait pour des personnes atteintes de maladies chroniques ou leur famille, que ce soit de maladies chroniques physiques ou mentales. Et c'est sûr que pour les bénévoles qui vont donner le programme, eux, ils doivent avoir déjà suivi des ateliers, être principalement atteints eux-mêmes de maladies chroniques, pour savoir de quoi ils parlent, ou bien être aidants naturels, puis avoir déjà suivi les ateliers. Alors là, après, on leur donne une formation de 4 jours où est-ce qu'ils apprennent à faire le programme. Puis quand ils donnent leurs premiers ateliers, les coordonnateurs sont là aussi pour les supporter, les soutenir durant leur atelier. Il y a un point important aussi, j'aimerais juste ajouter que ça prend une personne dédiée par secteur. C'est-à-dire, on a des coordonnateurs, ils ne sont pas à temps plein, mais il y a une personne qui est nommée dans chaque secteur pour s'assurer que le programme va rouler, pour faire la publicité, pour aller chercher les personnes qui sont intéressées, pour monter les groupes de jour, de soir. Donc, absolument une personne dédiée par secteur, puis une coordination qui est régionale. C'est assez énorme comme programme. Mais si votre programme survit, c'est qu'il y a un engouement, c'est qu'il y a un environnement qui a été favorable à ce que ça se poursuive, que ça soit créé pour commencer, et deuxièmement, que ça continue. C'est ça, c'est dans la préparation de la façon dont on voulait que ça fonctionne au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. On a regardé c'est quoi les meilleures façons de faire. Puis, il me semblait qu'il y avait vraiment quelqu'un du milieu qui connaît le milieu, que les gens connaissent. Ben, c'est gagnant, dans le fond. C'est gagnant, c'est ça. La confiance est là, puis les gens savent de quoi ils parlent aussi quand ils expliquent le programme. Il y avait aussi la collaboration avec l'équipe de McGill qui a été vraiment exceptionnelle et très importante. Quand pour préparer le départ des ateliers, puis j'ai eu la chance aussi d'avoir Mario comme mentor dès le départ, puis aux besoins aussi. D'accord. Donc, depuis 2010 qu'on faisait les ateliers, de temps en temps, j'avais toujours une petite question pour Mario et avec sa gentillesse, on pouvait en discuter. Ah oui, Mario, c'est sûr que vous avez dit, on sent que vous avez fait une bonne équipe et qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Pour attirer ces patients, les patients, comment sont-ils au courant qu'il existe ce programme? Alors, est-ce que c'est leur médecin qui leur en parle? Est-ce que vous faites... comment ça fonctionne? On a de la publicité, des affiches au niveau de plusieurs endroits. Les coordonnateurs aussi ont fait des rencontres dans des groupes pour expliquer. Dans différents
occasion pour expliquer le programme, à qui il s'adresse, puis comment ça fonctionne. Le programme, au niveau à qui il s'adresse, justement, est-ce qu'il s'adresse principalement aux gens qui ont besoin de s'autogérer eux-mêmes ou est-ce que ça peut être aussi quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, par exemple, qui par prévoyance dit, ben écoute, moi je sais pas, j'ai des parents vieillissants, on sait pas trop, j'aimerais bien aller suivre ce cours-là parce que je vais me préparer, on sait jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou quelqu'un qui apprend qu'un collègue a eu un accident de voiture, il ne pourra plus marcher par après, donc il faut tout simplement voir comment vivre avec, comment l'aider. Est-ce que ça... En fait, les groupes, c'est des groupes d'environ 10 personnes. D'accord. Donc, ça OK. Nous, on a, puis dans le programme aussi, il faut que les personnes soient concernées. Donc, c'est des personnes qui sont atteintes elles-mêmes d'une ou de plusieurs conditions chroniques, comme physique ou mentale. La condition est habituellement assez stabilisée pour qu'ils puissent assister aux ateliers et faire les exercices. Puis la famille. Donc, la famille ou quelqu'un qui est aidant naturel ou le conjoint, ou ça peut être quelqu'un qui assiste aux ateliers. D'accord. Si la famille vient aux ateliers, elle n'est pas là pour accompagner la personne. Elle est là pour participer elle-même comme participant. Ah, ça, c'est très important. Si elle s'inscrit elle-même. Et non pas, j'accompagne, puis ça va bien, je vais m'en aller après. C'est donc, ça. C'est là pour les 6 semaines de l'atelier, c'est important. Mais en fait, puis pour pouvoir réaliser et réussir avec succès un tel programme, je suppose que ça vous prend une communauté active, des patients qui sont éventuellement informés, motivés, actifs, motivés vraiment. Et ensuite aussi, de l'autre côté, le pendant, qui c'est l'équipe de soins. L'équipe de soins doit être, elle aussi formée et proactive. Il faut qu'il y ait des partenaires, il faut qu'ils puissent travailler en partenariat, non, avec leur équipe de soins pour réussir un tel exploit. Oui, bien, au niveau de l'information, quand on a préparé le programme, puis même encore, on informait les professionnels du programme qui s'en venaient, puis de l'effet que ça pouvait avoir aussi. Les médecins ont vu un peu aussi, on leur en a parlé, mais c'est pas tout le monde qui vient souvent aux rencontres pour écouter une présentation. Mais certains ont vu des changements auprès de leurs patients parce qu'ils s'impliquaient plus, ils se préparaient davantage. Au début, ils disaient « Ah, amenez-moi pas votre liste d'épicerie » quand vous venez en voulant dire votre liste de questions interminables. Mais ils ont vu à la longue que ça avance, ça fait avancer, que la personne se prépare d'avance à sa rencontre, qu'elle prépare ses questions et tout. Donc, on a eu aussi consultation par des médecins qui nous demandaient aux gens de suivre l'atelier. Ah, ben c'est bien. Donc, ils ont constaté qu'il y avait quand même quelque chose d'efficace. Oui. Bon, c'est bien. Nous venons d'entendre un extrait du 2e mouvement du concerto pour 2 violons en la mineur d'Antonio Vivaldi. Je suis de retour avec Céline Hubert, infirmière retraitée, formatrice au programme d'autogestion en maladies chroniques en Abitibi-Témiscamingue et en studio avec Mario Di Carlo, formateur spécialisé en autogestion des soins. Mario Di Carlo, la définition de l'autogestion. Alors, qu'est-ce qu'une personne doit entreprendre? Quelles sont ses tâches pour réussir à bien vivre avec une ou plusieurs maladies chroniques? Pouvez-vous nous donner une idée de ce que ça peut comprendre, ces tâches? Bien, d'abord, c'est au niveau de la persuasion. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, on peut pas vraiment faire de l'autogestion ou de la bien faire. Donc, il faut établir une certaine confiance en soi, en ses capacités de pouvoir grandir dans ce qu'on peut faire et non pas s'apitoyer sur ce qu'on peut pas faire. C'est ça, vouloir faire ce qu'on peut pas. Exactement. Ça, c'est bon pour tout le monde, hein? En fait, c'est bon pour tout le monde. C'est universel, hein? C'est universel, voilà. Sauf que quand on est vraiment accablé par la
maladie, des fois, on n'est pas dans une bonne place. Là. On est vraiment... La vie peut devenir morose, mais il faut y aller de façon, disons, objective, là, dire, OK, moi, je suis capable, j'ai confiance en mes capacités, des choses que je peux apprendre, que je peux entreprendre, et pouvoir me sortir de où je suis maintenant, puis d'avancer dans la vie. Puis le rôle de l'autogestion est très important dans sa vie quotidienne, parce que si on ne gère pas sa maladie, on ne gère pas sa vie avec la maladie, on risque d'avoir un déclin. La vie va continuer de se détériorer autour de nous, puis ça va empirer notre résilience pour continuer de façon positive et avoir du plaisir avec la vie aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a une maladie que le plaisir arrête. Il y a plein de choses qu'on peut faire encore. Donc, le côté émotionnel, très, très important à gérer. C'est pas juste le côté physique. C'est ça. Parce qu'une maladie chronique, oui, souvent, c'est physique, mais ça peut être aussi mental. C'est ça. Peut-être qu'il faut faire sortir, quand on est devant le buffet de la vie, si on veut, alors, au lieu d'un buffet avec de tout, fruits de mer, chinois, asiatiques, enfin, je sais pas quoi, québécois, on se retrouve dans un buffet végétarien et ça peut être excellent. Donc, il faut peut-être voir les choses justement autrement. Et pour Madame Céline Hubert, lorsqu'on parle d'autogestion des soins, quelles sont les tâches, les tâches d'autogestion pour en continuer là-dedans? Et je suppose qu'il faut maintenir une bonne habitude de vie, être capable d'évaluer ses symptômes. Pouvez-vous nous décrire un peu en quoi ça consiste de façon plus concrète, plus... Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour toute maladie chronique, c'est des choses qui sont pas mal semblables, comme maintenir des bonnes habitudes de vie au niveau de l'alimentation, de l'exercice, au niveau santé physique et mentale. Donc, ça, il faut être capable de, le plus possible, continuer à maintenir nos bonnes habitudes. Évaluer ses symptômes et ses progrès, c'est-à-dire entre les visites qu'on a au niveau auprès de notre médecin, être capable de voir les hauts, les bas, quand est-ce que ça arrive, pour pouvoir les documenter et les partager avec nos professionnels de la santé pour mieux orienter nos choses. Savoir comment agir aussi quand j'ai une crise aiguë ou que j'ai plus de symptômes. Comment être capable de gérer les urgences. Être capable de les connaître et de les gérer. Être capable de respecter son traitement. Respecter son traitement, ça veut dire... Oui, et si on ne peut pas le respecter, être capable de le dire à notre professionnel de la santé, on peut peut-être orienter autrement le traitement. Donc, c'est important. Être un partenaire actif avec son équipe de soins, donc, qui fait notre affaire, il faut le dire, qui ne fait pas notre affaire, on le dit aussi, et être capable aussi d'avoir des idées, de les soumettre à notre équipe de soins quand c'est nécessaire. Être capable aussi de gérer ses relations avec nos personnes significatives, être capable d'apprendre à demander de l'aide, parce que des fois, on est habitué à faire ça. C'est ça, donc c'est important. Des fois, on a le goût on est déprimé, tout ça, il faut quand même être capable de le dire aussi, et de bien gérer. Puis aussi maintenir le plus possible notre rôle dans la société. Alors, c'est des tâches d'autogestion. Ça, je suppose que ça demande aussi de bien pouvoir, d'avoir aussi le bon personnel traitant. Alors, il faut que la personne, elle peut bien se préparer, présenter tout ça, mais il faut quand même que son médecin soit réceptif à ses propositions, à vouloir l'aider en accord avec le projet de vie aussi de la personne, parce que cette personne est à certaines limites, mais elle n'est pas limitée dans son entièreté, dans son intégrité. Mais la beauté de la chose, c'est que, moi, ça fait quelques années que je suis infirmière, donc je vois l'évolution des mentalités, tant au niveau des équipes de soins que des médecins, et je vois beaucoup, en tout cas dans beaucoup de situations, où est-ce que les gens, les médecins, les professionnels prennent en compte l'idée de la personne qui est là devant elle, de sa famille. Donc, je vois une belle évolution à ce niveau-là. Je pense dans la société, on a évolué aussi comme ça. Donc,
moi, je trouve qu'il y a un bon côté, mais c'est plus facile qu'avant. On est vraiment dans le partenariat patient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir. On peut pas jouer solo. Là. Il faut jouer vraiment en tandem avec son équipe de soins pour que ça fonctionne. Voilà. Et ça demande aussi une capacité à communiquer et à recevoir. Quoi. Il faut donner, il faut pouvoir donner et recevoir. C'est l'échange. Et ça, c'est pour tout le monde. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on démontre, tout ça est bien démontré ici pour le patient, mais en fait, la personne qui n'a pas de maladie chronique devrait apprendre à tout faire ces choses-là aussi, à faire tout ça avec son équipe de soins, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on va chez le médecin. Il faut quand même pouvoir lui dire ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Hein. Avant qu'il nous découvre des choses qu'on ne veut pas avoir. Alors, Mario Di Carlo, pouvez-vous nous donner brièvement juste un exemple qui pourrait démontrer un exemple d'amélioration significative pour un patient qui aurait suivi cette formation? Oui, je pourrais vous donner l'exemple d'une participante qui est venue au cours et après 2 ou 3 séances, j'ai vu qu'il y avait une transformation vraiment importante chez elle. Au début, elle était très découragée, très négative. Et à partir du 3e ou 4e cours, on voit vraiment une transformation chez elle qui fait que elle s'est réactivée non seulement à prendre soin d'elle-même, mais aussi de retourner au travail, ce qu'elle avait abandonné au début. Donc, une grande transformation. C'est formidable. C'est nécessaire. C'est un truc... C'est une formation qui est vraiment nécessaire. Alors, c'est Céline Hubert et Mario Di Carlo, c'est tout le temps dont nous disposons pour aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux, mais pour nos auditeurs qui seraient intéressés à cette formation, je vais donner rapidement le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, www.cisat.gouv.qc.ca / maladie avec un S, chronique avec un S. Et aussi pour la lecture, la 4e édition Vivre en santé avec une maladie chronique pour des problèmes de santé physique ou mentale de longue durée, édition canadienne publiée par Bull Publishing Company, www.bullpub en un mot.com. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lire quelques phrases tirées d'un très beau texte sur la persévérance, car nous en avons besoin, de Christiane Singer. Persévérer en ces temps de fer à faire crédit à ce qui est fragile. Persévérer à investir dans les espérances non cotées en bourse. Persévérer à avoir foi en chaque homme, à préférer être déçu 10 fois plutôt qu'hostile en une seule fois. Persévérer à préférer que la raison me quitte plutôt que l'espoir et l'espoir plutôt que l'amour. Persévérer pour que la gangrène de l'indifférence ne se propage pas. Mario Di Carlo, Céline Hubert, je vous remercie pour cet entretien. Un partenaire à votre santé, à la technique Daniel Fortin. Ici Dominique Lortie. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne semaine.